Pour célébrer les événements importants, nous donnions une fête et nous dansions. Quelquefois n'étaient invités que les membres de notre tribu. D'autres fois, les tribus voisines y participaient. Le jour, nous festoyions. La nuit, sous la direction d'un chef, nous dansions. Pour guider notre danse, les guerriers chantaient des chansons, accompagnés des battements du Essadadedne, peau de daim sur un cerceau. Les chansons n'avaient pas de paroles, c'était seulement des airs. Quand la fête et la danse étaient finies, nous organisions des courses de chevaux, des courses à pied, des luttes, du saut et toutes sortes de jeux de hasard. Le plus important était le jeu de Ka, pied. On le joue ainsi. 4 mocassins sont placés à environ 1 mètre de distance l'un de l'autre, dans des trous creusés dans le sol, sur une ligne à un bout du camp. En face parallèle, il y a une autre rangée de mocassins. La nuit venue, on fait un feu au milieu de l'espace délimité par les 2 rangées de mocassins et les joueurs sont divisés en 2 camps, un ou plusieurs joueurs dans chaque camp. On compte les points à l'aide d'une poignée de bâtonnets. Pour chaque point gagné, un des camps a droit à un bâtonnet. D'abord, un des camps prend l'os, tend des couvertures entre les 4 mocassins et le feu pour que l'équipe adverse ne puisse voir ses mouvements, puis il commence à chanter les légendes de la création. Le camp qui a l'os représente la tribu à plumes. L'autre camp représente les bêtes. Les joueurs qui représentent les oiseaux chantent, et pendant qu'ils chantent, ils cachent l'os dans un des mocassins. Puis on enlève les couvertures. Ils continuent de chanter, mais aussitôt que l'on a retiré les couvertures, un joueur du camp adverse, armé d'une massue de guerre, va dans l'autre camp et frappe de sa massue le mocassin dans lequel il pense que l'os est caché. S'il frappe le bon mocassin, son camp prend l'os et à son tour représente les oiseaux, tandis que l'équipe adverse doit se tenir tranquille et essayer de deviner où ils ont caché l'os. Il y a donc 1 chance sur 4 de gagner. Quand les bâtonnets sont épuisés, le camp qui a le plus grand nombre de ces bâtonnets est reconnu gagnant. Ce jeu, qui est en fait un jeu de hasard, n'est pas joué fréquemment. Il est toutefois le jeu le plus populaire de la tribu. En général, il dure 4 ou 5 heures. On ne le joue jamais durant la journée. Quand les jeux sont terminés, les visiteurs disent « Nous sommes satisfaits » et on se sépare. J'étais toujours heureux à l'annonce des danses et des jeux, comme l'étaient aussi tous les autres jeunes gens. Notre vie avait aussi un côté religieux. Nous n'avions pas d'église, ni d'organisation religieuse, pas de dimanche ni de vacances, et pourtant nous rendions un culte à la divinité. Quelquefois c'était toute la tribu qui se rassemblait pour chanter et prier. Quelquefois ce n'était qu'un tout petit nombre, 2 ou 3 personnes peut-être. Les chants avaient des paroles, mais elles n'étaient pas immuables. Celui qui priait pouvait mettre les paroles qu'il voulait. Quelquefois nous prions en silence. D'autres fois, chacun priait à haute voix, ou une personne âgée priait pour nous tous. À d'autres moments, quelqu'un se levait et nous parlait de nos devoirs et du Sen. Nos services étaient courts. Lorsque la maladie ou la peste régnait, nos chefs rassemblaient la tribu et questionnaient chacun de nous pour connaître la nature du mal que nous avions fait et savoir comment Hussein pourrait être apaisé. Quelquefois, on estimait qu'un sacrifice était nécessaire. D'autres fois, l'offenseur était puni. Si un Apache avait laissé ses parents âgés dans le besoin, s'il avait négligé ou trompé un malade, s'il avait profané notre religion ou lui avait été infidèle, il pouvait être banni de la tribu. Les Apaches n'avaient pas de prison comme les hommes blancs en ont. Au lieu d'envoyer leurs criminels en prison, ils les chassaient de la tribu. Ces hommes qui s'étaient montrés infidèles, cruels, paresseux ou lâches étaient non seulement exclus de la tribu, mais ne pouvaient pas non plus se joindre à une autre tribu. Ils ne pouvaient plus compter sur la protection des lois non écrites de la tribu. Il était fréquent que ces Indiens hors la loi se réunissent en bande et se livrent au pillage que les Blancs mettaient au compte de la tribu entière.
Cependant, la vie pour un Indien hors la loi était très dure, et leur bande n'était jamais importante. De plus, elle provoquait souvent la colère de la tribu, œuvrant ainsi à leur propre destruction. Quand je fus âgé de 8 ou 10 ans, je commençai à suivre les chasseurs, et pour moi c'était toujours le plus grand plaisir. Dans les prairies qui s'étendaient jusqu'au pied de notre camp dans les montagnes, erraient des troupeaux de daims, d'antilopes, d'élans et de bisons, et nous n'avions qu'à les tuer quand nous en avions besoin. En général, nous chassions les buffalos à cheval, en les tuant avec nos flèches et nos lances. De leur peau nous faisions nos tipis et nos couches. Nous mangions leur viande. La chasse au daim demande plus d'habileté que la chasse de n'importe quel autre animal. Il ne fallait s'approcher de lui que contre le vent. Il n'était pas rare que nous passions plusieurs heures pour nous approcher doucement des daims qui erraient. S'ils se trouvaient en prairie découverte, nous rampions sur le sol sur de longues distances en tenant des herbes ou un buisson devant nous pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de notre approche. Il nous arrivait souvent de pouvoir tuer plusieurs bêtes avant que le troupeau ne s'enfuit. Leur chair était séchée et placée dans des récipients. Nous la gardions ainsi plusieurs mois. Nous plongions la peau de daim dans un mélange d'eau et de cendre. Nous en enlevions les poils et tannions la peau jusqu'à ce qu'elle soit souple et douce. Aucun animal n'était sans doute aussi précieux pour nous que le daim. Dans les forêts et le long des rivières se trouvaient beaucoup de dindes sauvages. À cheval, nous les rassemblions et les poussions lentement vers les plaines jusqu'à ce qu'elles soient mortes de fatigue. Quand elles commençaient à se laisser tomber ou à essayer de se cacher, nous les attrapions en nous penchant sur un côté de notre cheval. Si l'une d'elles s'envolait, nous la poursuivions, et arrivés à sa hauteur, nous la tuions avec un court bâton ou une massue de chasse. De cette façon, nous arrivions en général à prendre autant de dindes que nos chevaux pouvaient emporter. Il y avait aussi beaucoup de lapins sur notre territoire, et nous les traquions à cheval. Nos chevaux étaient entraînés à poursuivre les lapins à toute vitesse, et quand ils s'approchaient d'eux, nous nous penchions d'un côté de notre cheval et frappions le lapin avec notre massue de chasse. S'il était trop loin, nous lancions notre bâton pour le tuer. C'était le grand sport des jeunes garçons, mais les guerriers chassaient rarement le petit gibier. Il y avait beaucoup de poissons dans les rivières, mais comme nous ne les mangions pas, nous n'essayions ni de les attraper, ni de les tuer. Les petits garçons quelquefois leur jetaient des pierres ou tiraient sur eux avec leur arc et leurs flèches pour s'exercer. Hussein n'a pas créé les serpents, les grenouilles ou les poissons pour qu'ils soient mangés, et je n'en ai jamais mangé. Il y avait beaucoup d'aigles dans les montagnes. Nous les chassions pour leurs plumes. Il faut une grande habileté pour s'approcher d'un aigle, car il est doté non seulement d'une vue perçante, mais aussi d'une sagesse immense, et ne se pose jamais sans avoir un bon aperçu de la campagne environnante. J'ai tué moi-même nombre de fois des ours, mais n'ai jamais été blessé durant ces combats. J'ai tué plusieurs lions de montagne avec des flèches et une lance. Les ours et les lions de montagne sont tous deux bons à manger et précieux pour leur peau. Quand nous les avions tués, nous les transportions chez nous sur nos chevaux. Avec la peau du lion de montagne, nous faisions souvent des carquois pour mettre nos flèches. Ils étaient très jolis et très résistants. Pendant ma minorité, nous n'avons jamais vu un missionnaire ou un prêtre. Nous n'avons jamais vu un homme blanc. C'est ainsi que vivaient tranquilles les Apaches Bedonkohe.